À Monaco et dans ses environs, on a retrouvé des traces de la présence de l'homme remontant à 1 200 000 années. Notre région, véritable zone refuge, pleine de cavités entre montagne et mer, a toujours été habitée. De grandes découvertes ont donc été réalisées ici et le prince Albert Ier a fondé, dès 1902, un musée afin de bien conserver, d'étudier et d'exposer les vestiges d'humanité primitive. Nous avons voulu partir à la rencontre de l'archéologue Elena Rossoni-Notaire qui dirige le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je m'appelle Yann-Anthony Noguez, je viens voir Elena Rossoni-Notaire. Très bien, bienvenue au musée, elle arrive. Yann-Anthony. Bonjour Elena. Bonjour, quel plaisir de vous accueillir dans ce magnifique musée. Les trésors de votre musée. Je sais qu'il y a le mammouth. Oui, tout à fait, le mammouth de Sibérie. Ouais. Les collections de l'observatoire, les premiers outils, Ouais. les premiers animaux. Et on a le vrai trésor de Monaco. Ce sont des bijoux, des monnaies qui ont été retrouvées vers la place du marché, qui datent du IIIe siècle après Jésus-Christ. On a aussi des collections du Chili, une momie égyptienne. Enfin bref, il y a le choix dans les trésors. Vous pouvez nous montrer tout ça? On est là pour ça. On y va. Au tout départ, ce musée était situé sur le Rocher, dans l'ancien bâtiment du Conseil national. Il a ensuite été installé par le prince Régnier au jardin exotique avec une vue exceptionnelle sur la principauté, mais surtout tout près de la grotte de l'observatoire où des découvertes datant de 200 000 ans ont été faites. 3 chercheurs travaillent ici en permanence et des scientifiques ainsi que des étudiants du monde entier viennent régulièrement consulter des documents ou examiner des pièces. Là, vous avez les pièces originales de la grotte du jardin exotique. Vous pouvez Ça avoir... fait partie du trésor. À ce jour, ce sont nos pièces les plus anciennes. Du renard polaire. Du renard polaire? Oui, Polaire ici? polaire. Et du renne. Vous imaginez, il a fait extrêmement froid à Monaco. Et il y a eu des changements climatiques, en fait, sur 200 000 ans, des périodes très chaudes, des périodes beaucoup plus froides. Là, vous Ça veut avez dire quelle température pour un renard polaire? Ah là, c'est extrêmement froid. C'est ce que vous avez, on va dire, au pôle Nord, par exemple. Bon, d'accord. Mais des fois, il faisait très chaud. Vous avez de l'hippopotame ou de l'éléphant antique. Ouais. Donc c'est le climat tropical qu'on a en Afrique, par exemple. Ok. Extrêmement varié. Vous avez du Mais bison. comment vous manipulez une pièce comme ça? Vous mettez forcément des gants ou bien non? Alors des gants, on peut en mettre certaines fois, mais ce n'est pas la peine pour tout ce qui est préhistoire. Ouais. On fait bien sûr des analyses après en laboratoire biochimique, mais on ne pollue pas. C'était d'autres temps. Donc même si on retrouve notre ADN, on arrivera à le nettoyer en laboratoire. D'accord. Vous avez du bouquetin. Le bouquetin, c'est très important à Monaco. C'est l'animal qu'on a le plus. Évidemment, on est en falaise, escarpé. Donc les hommes préhistoriques, les femmes préhistoriques chassaient et mangeaient du bouquetin. D'accord. Et puis utilisaient évidemment la fourrure, utilisaient les ossements pour faire des outils aussi. Donc extrêmement intéressant. Mais par exemple, un crâne comme ça de renard polaire, Oui. vous en avez combien d'exemplaires? Si vous en avez un et c'est exceptionnel, Non, ou bien on a vous quelques, en avez... on a quelques pièces, on peut en retrouver encore, bien sûr. On n'a pas encore trouvé du mammouth, mais on sait qu'il est pas loin. Ok. Il Mais faudra qu'on aille voir le mammouth. Mais celui-là, il vient de Sibérie, celui que vous avez. celui-là, mais oui. on va Mais aller le sachez voir. que dans la région, on en a retrouvé. Aux grottes de Grimaldi, on a retrouvé des restes de mammouth, donc il était présent, bien sûr, Grotte dans de la Grimaldi, région. ça c'est en Italie? Voilà, vous êtes sur le territoire de Vintimille, entre Menton et l'Italie. D'accord. Ici, très important, Oui. vous vous intéressez au trésor de Monaco. Pour moi, ce sont mes pièces préférées. J'adore les pierres taillées. Oui. Le biface, cet outil, c'est l'original. Vous pouvez le toucher. Regardez D'accord. comme Ça, il j'ai est le droit de beau. le toucher, ça? Oui. Le biface, c'est un outil qui est taillé sur les 2 faces. Si vous trouvez ça un jour dans la région, c'est que vous êtes chanceux. Mais c'est surtout qu'on sait qu'on est à 100 000, 200 000 ans déjà. Néandertal ne faisait pas ce type d'objet, en tout cas pas comme ça. Donc on sait qu'on est avec Homo erectus, les pré-néandertaliens. Et à la grotte de l'Observatoire, vous en avez 3. 3 bifaces. Ça servait à quoi une pierre comme ça? Alors ça, on ne peut pas faire de généralité. Chaque pièce doit avoir son expérimentation, son étude. Ouais. Elle peut couper la viande, elle peut aider à casser les os, par exemple. Souvent, c'est des outils multitâches. D'accord. On aime dire des couteaux suisses, vulgairement parlant. D'accord, très bien. Mais c'est un peu ça. D'accord. Associé à ces grands éclats, vous voyez que le tranchant,
si je prends le t-shirt, je peux me couper un. Et ça, on en a 150 à l'Observatoire. Ce sont des grands éclats qui sont extraits de grands galets qu'on trouvait sans doute dans le Paillon ou dans les fleuves à proximité. Et attention, on ne trouve pas toute la pierre, on trouve que les outils. Ça veut dire quoi? Ils sont venus avec dans la grotte. Ils ne les ont pas taillés en grotte. Sinon, on aurait tous les déchets de la taille. Donc, ils sont venus pour une activité bien spécialisée, sans doute liée au bouquetin. Et puis, ces petits galets qui, quand on les regarde... ça n'a pas l'air très travaillé, ça. Voilà, on pense que c'est un galet de la plage. Sauf quand on a l'œil un peu expérimenté. Vous voyez qu'il y a des enlèvements ici. Vous voyez ici des petites sortes de percussions. C'est un percuteur. En fait, c'est le premier outil qui sert à faire les autres. On extrait d'autres galets, soit des éclats comme ça, soit on va tailler, par exemple, la préforme d'un autre outil. Et ça, il y en avait 150 aussi. Ça veut dire que les groupes de chasseurs-cueilleurs sont venus dans la grotte, ont réaffûté peut-être leurs outils, ou les ont utilisés peut-être pour broyer, pour casser des os. On est en train justement de voir un petit peu en analyse à quoi tous ces galets devaient servir. Quand vous trouvez des pièces comme ça... On est ému. J'imagine. Quand je vous ai dit toucher, imaginez-vous, quelqu'un d'autre l'a touché avant nous. Alors bien sûr le fouilleur, mais surtout la personne qui était là avant nous il y a 200 000 ans, qui vivait en groupe, en famille, qui sont venus à Monaco avant nous, qui ont vécu ici ou qui ont fait une halte. C'est très émouvant parce que ça nous replonge dans le passé et c'est un patrimoine en fait de l'humanité qu'on voit tous les jours, qu'on arrive à... C'est une enquête aussi. Vous faites encore des découvertes comme ça? Aujourd'hui encore? Alors on en fait tous les jours. On en fait dans ces tiroirs, dans ces armoires, bien sûr, en revoyant des collections avec un œil neuf, des nouvelles méthodes techniques. C'est ça, parce que j'imagine que des pièces comme celle-ci, qui ont été trouvées il y a 100 ans, à l'époque, ils n'avaient pas ni le savoir, ni les instruments, ni la technologie pour oui, la recherche pour interpréter, pour... Tout à fait. La recherche avance très vite. Donc évidemment, vous avez des nouvelles découvertes comme ce galet. Ça, ce sont des anciennes découvertes sous le prince Albert Ier. Mais effectivement, aujourd'hui, on a le séquençage ADN, on a des analyses de strontium, on peut savoir d'où proviennent ces animaux, qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont bu. On peut avoir les datations qu'on n'avait pas à l'époque, carbone 14, uranium, thorium. On a énormément de nouvelles technologies, des modélisations, de la photogrammétrie, des comparaisons. Des découvertes, par exemple, c'est intéressant de regarder non seulement l'espèce, mais de connaître sa maladie et voir s'il y a des stries de découpe. Est-ce qu'elle est morte naturellement ou elle a été chassée et après coupée? Ça, vous avez les traces. Ou, encore, je vais plus loin, si c'est un carnivore qui est venu et qui l'a chassée, vous aurez les dents et les stigmates de ses dents sur l'ossement. Donc pour nous, c'est un peu la criminologie. D'accord. Cold case. C'est un peu des cold cases, c'est ça. Mais qu'on essaye justement de percer avec une équipe pluridisciplinaire. Alors, quelle a été votre dernière grande découverte? Un reste humain. Vous avez découvert un reste humain? Olivier Notaire l'a découvert en fouille il y a quelques mois. Il y a quelques mois? Oui. Vous voulez la voir? Ah bah oui. On y va. Alors, et donc vous avez découvert une dent? Oui, alors oui, il y a quelques mois, là, une dent à la grotte de l'Observatoire, dans le jardin exotique. On a eu la chance de trouver, en tamisant des sédiments, de retrouver une dent qui, vu le contexte archéologique de la grotte, pouvait être très ancienne. Et c'est celle-ci? Non. Non, d'accord. Okay. Non, celle-ci est contemporaine, environ 25 000 ans. Elle était trouvée dans les grottes des Balzirossi. Et on conserve la sépulture ici au musée d'anthropologie. Et c'est une dent d'enfant, comme celle qu'on a retrouvée à l'Observatoire. Donc une bonne molaire? Une molaire. Une molaire. Et on voit que c'est une dent de lait qui est tombée. Qui est tombée d'un enfant il y a 25 000 ans qui a dû la perdre vers 10-12 ans. Pourquoi l'original n'est pas là? Parce qu'elle est en étude en Italie. À l'heure actuelle. On collabore avec énormément de personnes à travers le monde, des équipes. Donc elle est dans un laboratoire? Voilà, étudiée par des paléoanthropologues, où on fait énormément d'analyses. Alors, on va essayer l'ADN, on va essayer de faire un scan aussi
très 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 fin de la surface pour voir les stries laissées par la mastication, ce qu'a pu manger cet enfant qui a perdu sa dent, s'il n'y a pas des traces, d'autres traces dessus. Alors, vous êtes archéologue. Oui. Archéologue, c'est l'étude de l'être humain. C'est ça? Oui, oui, en quelque sorte. C'est l'étude de l'histoire ancienne de l'homme. De l'histoire ancienne de l'homme, ok. Paléontologue, ça c'est quoi? Les animaux. C'est les animaux, ok. Ouais. Tout ce qui est fossile, Tout à fait. d'accord. Anthropologue, C'est ceux qui étudient les restes humains. les restes humains, très bien. Vous avez plus, hein? Oui. Paléoanthropologue, même, pour être plus exact. Paléoanthropologue, Voilà, qui étudie les vieux restes humains. d'accord. Donc fossilisé, Fossilisés, les os. très bien. Vous avez les céramologues Les pour la céramologues, poterie, les sédimentologues d'accord. pour la terre, les sédiments. Ouais, Les palynologues qui étudient les pollens. On ne pourrait pas être spécialiste de tout déjà. d'accord. Et chacun a vraiment sa spécificité et sa compétence. J'imagine que tous les travaux, toutes les constructions, ça doit générer aussi beaucoup de découvertes à Monaco. Parce que quand on creuse pour faire des parkings... Tout à fait. Ouais. Alors nous, on va dire c'est un point positif. Ils Ouais. vont plus vite que nous. Ouais, Mais ce qui est bien, c'est que j'aime bien le Oui, dire. mais Monaco- s'ils y vont à la pelleteuse ou au marteau-piqueur, parfois il peut... Justement, on il a peut la avoir des problèmes, chance. non On a la chance d'être à Monaco. Monaco étant un pays-village. On se connaît tous. Ouais. On a de très bonnes relations avec évidemment les chantiers du gouvernement, mais aussi les promoteurs privés. D'accord. Donc soit nous, on s'invite justement dans le calendrier du chantier, mais sachez que c'est souvent eux qui nous appellent, justement quand leur pelleteuse s'arrête, quand ils trouvent une grotte, quand il y a un ossement ou quelque chose qui les perturbe. Souvent, c'est eux qui téléphonent. Et nous, on est là dans les 2 minutes. Vraiment? Je vous Ouais. Parce promets. que j'imagine que pour un promoteur qui est pressé, s'il tombe sur quelque chose, il Oui. sait que vous, si vous devez intervenir, ça va prendre des semaines, des mois, des années. Alors, Et ça peut non. bloquer le chantier. Détrompez-vous, Ouais. parce que justement, Monaco étant Monaco, Ouais. nous sommes là dans les 5 minutes. Il n'y a pas cette lourdeur administrative qu'on peut D'accord. avoir dans d'autres pays. Ouais. Et au contraire, on est là pour sauvegarder très rapidement le patrimoine et l'emmener au musée. Je vous donne un exemple. Si on trouve une magnifique tombe, évidemment, on ne va pas bloquer pendant un mois. Nos équipes, comme les équipes qui l'ont fait à l'époque, détourent en fait la zone justement à fouiller. On la fouille en laboratoire. Et vous prenez le bloc? Tout à fait. Ah oui. Et Monaco étant sur 2 km², c'est extrêmement rapide. C'est Ouais. pas comme si en France, vous êtes de Paris, dans le sud, etc. D'accord. C'est une autre problématique et les promoteurs l'ont extrêmement bien compris. Merci Olivier, je vous laisse travailler. Avec plaisir. Bien Anthony, on a vu un peu les objets archéologiques. Mais ce qu'on sait peu, il y a d'autres collections extrêmement intéressantes pour des chercheurs et des archéologues, c'est la documentation scientifique. On travaille avec Giulio à toute l'historiographie. On a des coupes, des anciennes publications, des anciennes photos, des plaques de verre qu'on étudie, qu'on analyse pour retrouver aussi tout le contexte des découvertes de l'époque. Et il y a plein de petits indices. D'accord. Donc ça par exemple, c'est une coupe de la grotte de l'Observatoire Oui, tout à fait. qui date de 1919. Exactement, ça fait partie des plus anciennes collections du musée. Ouais. Voilà, de la documentation scientifique. C'est très important pour les chercheurs d'aujourd'hui parce que ça nous permet aussi voilà, de travailler déjà en binôme et savoir exactement comment ils ont avancé pendant Oui, là on voit toutes les couches de Exactement. sédiments et les recherches. D'accord. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc là c'est les premiers relevés de fouilles. Donc vous avez l'altitude absolue, on est à 100 mètres au-dessus de la mer par Ouais, exemple. ouais. Et ils vont référencer toutes les découvertes en fait, grâce à fait. ce relevé qui est fait à la main. Tout à fait. C'est l'original, je C'est crois. l'original, exactement. C'est vraiment les archéologues voilà, de l'époque. qui Donc sont- là déjà en 1919 ils étaient arrivés, ils avaient creusé de 10 mètres en fait. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, Et maintenant, on est où continué. On est juste au L, on est juste Ah, un peu d'accord. en dessous. Vous Il n'êtes pas, n'existait pas pas allé encore. très loin là en 100 ans. Alors voilà, Vous les avez méthodes. déjà fait une partie du boulot. Je disais tout à l'heure, on a de nouvelles méthodes et techniques, mais on est beaucoup plus lent. On est au pinceau aujourd'hui, en carrouillage, 1 mètre sur 1 mètre. À l'époque, ils y allaient à la pioche, et voire à la dynamite, mais c'était d'autres époques. Et évidemment, l'histoire des sciences a évolué. C'est intéressant parce que vous étiez prof de lettres avant.
Tout à fait. Alors avant, en même temps. En même temps, ok. C'est ça. Comment est-ce qu'on est à la fois prof de lettres et archéologue et directrice de musée? Ben en fait, on est très hyperactif déjà. Ok. Moi, j'ai fait un double cursus. En fait, j'avais le rêve depuis petite d'être archéologue, toujours. Mais j'adorais l'enseignement. Indiana Jones? Indiana Jones, mais pas pour l'idée complètement aventure totale. Moi, c'était plus... la recherche, la découverte. Exactement, l'interrogation sur nos origines. C'était ça qui m'intéressait. Et lettres classiques, c'était à la fois la passion de la lecture, mais aussi du grec et du latin. Donc pour moi, c'était complètement cohérent avec un cursus d'archéologie. J'ai fait les deux, en fait, à l'université. Et j'ai réussi à faire les deux dans ma vie. J'ai pu enseigner à Monaco, comme maintenant faire de l'archéologie. Voyager par l'esprit, voyager par les rencontres, pour moi, c'est très similaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on accueille tous les scolaires à Monaco et aussi au-delà, et qu'on a fait un programme, je ne sais pas si vous le savez, un cahier à l'école pour les CE2, qui parle de la préhistoire et de l'histoire, en lien avec la direction de l'éducation nationale, et on est au programme scolaire. La star du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco s'appelle Stéphane, un squelette monté de mammouth laineux. C'est une pièce exceptionnelle, car quasi complète. C'est une pièce exceptionnelle, originale à 99%. C'est un mâle, il a à peu près une quarantaine d'années. Alors le mâle, on le sait... Il avait 40 ans, voilà. Il y a 30 000 ans. Il y a 30 000 ans, exactement. Les défenses, vous voyez, comme ça courbe, c'est un mâle. Les femelles, c'est beaucoup plus rectiligne. 40 ans, comme on le sait... C'est toujours comme ça. Oui, peut-être. On est plus droite. Bonjour docteur. Enchanté. Donc votre patient, c'est Stéphane. Donc on a de la chance d'avoir cette pièce exceptionnelle. Donc elle nous ramène beaucoup de monde, beaucoup de public qui viennent voir spécifiquement cette pièce, mais pas que. Et pourquoi elle est exceptionnelle? Exceptionnelle parce que c'est rare sur les sites archéologiques qu'on va trouver un squelette complet. Donc à 99% vrai. Il y en a combien des spécimens comme ça dans le monde? C'est en beaucoup. dizaines? Voilà, une dizaine, on peut compter une dizaine ou une vingtaine, mais voilà, donc cette pièce-là, c'est vraiment, elle est parmi les pièces le mieux conservées en tout cas, et surtout, voilà, donc elle a été trouvée dans un endroit où le permafrost, donc qui protège les collections. Permafrost, c'est une couche de glace. Tout à fait. Pas plusieurs couches de glace, c'est un bloc de glace, d'accord. Voilà, donc qui permet de protéger donc, les collections, donc protéger le squelette en entier dans les sédiments. D'accord. Et ça, c'est un don du prince Albert II. Absolument. Tout à fait. Don du palais princier. C'est une pièce qui a tourné un peu dans le monde entier. Elle a été exposée aux États-Unis, au Japon, en Espagne. Puis ce cadeau a été fait au palais et c'est le prince souverain qui l'a déposé au musée. Il fait quoi? Il fait 3-4 mètres de haut? Voilà, à peu près entre 3,50 mètres et 4 mètres de haut. Et donc, il était bien sûr... 5 mètres de long? Voilà, à peu près. Donc, très présent sur le continent européen pendant les périodes glaciaires. Il faut savoir que les hommes préhistoriques, ils le consommaient à 100%. Donc, ils mangeaient sa viande, ils utilisaient des outils avec ses os, mais aussi ils utilisaient les défenses pour faire des sculptures de statuettes, comme les statuettes qu'on a retrouvées dans les grottes de Garibaldi, donc des statuettes fabriquées en ivoire de mammouth. Et ils faisaient aussi des cabanes à mammouth, juste avec le squelette, parce qu'ils se retrouvaient dans des environnements où il n'y avait pas beaucoup d'arbres. Des cabanes à mammouth? Tout à fait. C'est quoi ça? C'est des cabanes qui ressemblent à des yurts mongols, mais fait qu'avec des restes de mammouth. Donc ils faisaient des murs avec des crânes, avec des mâchoires, et ils faisaient le toit avec les os de mammouth, comme les os longs que vous voyez, les fémurs, les émérus. Et ensuite, ils faisaient l'entrée de la cabane avec les défenses, où ils croisaient les défenses. Et à la fin, ils mettaient la fourrure du mammouth qui fait 10 cm d'épaisseur à peu près.
Et donc, c'était très efficace pour se protéger du froid. C'est comment les hommes préhistoriques parvenaient à chasser des mammouths comme ça? Donc, ils s'y prenaient à combien? Il faut être très nombreux. En tout cas, pour donc un animal de cette taille-là, il faut avoir plusieurs lances. Si on est donc à l'époque de Néandertal, ils avaient surtout les lances. Et surtout, ils les coinçaient contre les falaises ou dans les marécages, en tout cas, pour que ça soit plus facile à les attraper, en tout cas. Ouais. Ça, c'est aussi une autre pièce exceptionnelle du musée. C'est la double sépulture. Double, 2 individus. Ça a été trouvé à la grotte des enfants, aux grottes de Grimaldi, à côté de Vintimille-et-Menton. Et c'est exceptionnel parce que ça a moins 25 000 ans. C'est une pièce originale. On a aussi le Grand Cro-Magnon dans une autre salle ou la femme épigravétienne. C'est très rare d'avoir ce type de tombe aussi bien conservée. Et ça a été trouvé en 1901. Et dès 1901, les chercheurs ont conclu qu'il s'agissait d'une sépulture ou pas? Organisée dans un... Absolument. Peut-être qu'il y avait un rite? Oui. Les chercheurs l'ont de suite compris grâce en fait, à la méthode qu'a initiée en fait, Albert Ier, c'est tout relever, fouiller par couche, regarder quels éléments sont associés, tenir des carnets de fouilles. Il était très précautionneux, ce qui a permis de prouver qu'effectivement, c'était daté très anciennement, et du paléolithique supérieur, parce qu'autour, on retrouve de l'industrie lithique, des outils, et le contexte de ce paléolithique. Alors ça a fait une révolution auprès de la communauté scientifique. Internationale? Absolument. Ouais. Dans tous les congrès, on parlait de ces nouvelles découvertes. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, les archéologues pensaient que c'était des gens qui s'étaient endormis, que c'était pas volontaire, que c'était peut-être très récent au néolithique, quand il devient agriculteur et éleveur, que l'homme commence à enterrer ses morts. Mais les équipes de Monaco et le prince Albert Ier ont prouvé que non. C'était dès le paléolithique supérieur. Et avec cette découverte... Parce que là, on voit par exemple, il y a des coquillages sur le crâne, c'est ça? Oui, tout à fait. L'inhumation était volontaire. On fait une fosse, on met les défunts et on les pare aussi. Il y a des coquillages. Vous en avez aussi au niveau des bras et des jambes. Donc ça, on en déduit quoi? On en déduit qu'ils étaient parés pour une sorte de rituel funéraire. C'est ça. Il y a eu une cérémonie. Absolument. Si cela est déposé au dernier moment. On peut le prouver aussi, savoir... Par exemple, la dame du Cavillon a porté sa coiffe juste au moment de son inhumation. Comment on le sait? Parce que les trous de coquillage ne sont pas usés. Si vous portez quelque chose toute votre vie, jusqu'à 40 ans, évidemment, le trou, la perforation, va s'user, va être très lisse. Tandis qu'elles sont plutôt acérées. Parce qu'au-delà de la dimension scientifique et de la pure recherche, il y a aussi une dimension, à l'époque aussi, politique. C'est-à-dire qu'il y avait tout le débat, je veux dire, en 1901, on était après les théories de l'évolution de Darwin, il y avait le débat entre le christianisme qui parlait du créationnisme, et là, on est en pleine théorie de l'évolution finalement. C'est ça, c'est tout le contexte antédiluvien, ce qui s'est passé, et justement ces recherches en préhistoire ont pu montrer que on avait des idées reçues, en fait. On pensait que l'homme était primitif et qu'on a évolué. Mais ce n'est pas aussi simple. Même à 3 millions d'années, le premier outil, si vous le regardez, il y a déjà une stratégie, une anticipation, un concept. On va chercher sa matière première, on la prépare, on ne tape pas n'importe où, n'importe comment, sur la pierre. Et là, c'est encore une preuve d'aménagement, de réflexion et, on va dire, même d'empathie. Il y a eu des grandes découvertes ici dans la région, ça en fait partie. Il y a le fameux homme de Menton aussi, qui s'est transformé au gré du savoir technique et des découvertes et de la connaissance en dame du Cavillon. L'équipe du musée a pu participer à cette nouvelle attribution. On a été co-auteur de cette magnifique monographie. Effectivement, cette double sépulture, la dame du Cavillon, le Grand Cro-Magnon, c'est grâce à toutes ces sépultures qu'a été d'ailleurs fondé le premier musée. C'était pour conserver toutes ces découvertes de la région. Et l'idée du prince Albert Ier, c'était bien sûr de sauvegarder, d'exposer ces découvertes auprès de tous et de continuer la recherche. Elena Rossoni-Notaire est une passionnée.
Son métier d'archéologue et de directrice de musée, c'est la découverte, la recherche, la conservation et bien sûr le partage de toutes les richesses trouvées dans nos grottes et nos sols sur nos ancêtres préhistoriques. Une rencontre hors du temps.